Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce mardi 23 janvier. 2 journées dédiées au don du sang. Une opération est menée jusqu'à demain au siège de la Croix-Rouge monégasque. L'occasion d'inciter la population à réaliser ce geste simple et ô combien précieux. 10 ans d'action pour le Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation. Cet anniversaire a été célébré aujourd'hui en présence notamment du prince Albert II. Nous recevrons dans quelques instants Marina Cessac pour parler de cette institution. Un opéra d'Handel transposé dans l'Égypte du début du XXe siècle. C'est ce que propose actuellement l'Opéra de Monte-Carlo à la Salle Garnier. Nous reviendrons sur cette nouvelle production monégasque signée David Livermore. Dans ce journal également, une partie du jury du coup de cœur des jeunes mélomanes réunis pour délibérer et élire le grand gagnant de ce prix remis par la Fondation Prince-Pierre. L'aventure des suricates de Monac à la prochaine édition du rallye Aïcha des Gazelles. Et restez bien avec nous car à la fin de ce JT, nous vous proposerons un grand format consacré à la Fighters Cup. Mais avant de développer ces titres, nous venons de l'apprendre, Jean Petit s'est éteint ce mardi à l'âge de 74 ans. Figure emblématique de l'AS Monaco, Jeannot, comme on le surnommait, aura joué l'intégralité de sa carrière avec le club de la Principauté. Il aura remporté 2 titres de champion de France en 1978 et 1982 et une Coupe de France en 1980. Il occupera ensuite plusieurs postes au sein de son club de cœur. Il aura été notamment l'adjoint d'Arsène Wenger, Jean Tigana, Claude Puel ou encore Didier Deschamps. Ce soir, l'ensemble de la rédaction de Monaco Info a une pensée pour sa famille et ses proches. Nous avons également appris ce matin la disparition de Vincent Romulus, le manager de l'AS Monaco Rugby et ancien entraîneur de l'équipe nationale de rugby à 7 de 2006 à 2016, avait permis de faire rayonner la discipline en principauté tout en restant fidèle à ses valeurs. Nous tenions à lui rendre un dernier hommage ce soir sur notre antenne. La Croix-Rouge monégasque mène jusqu'à ce mercredi une opération don du sang à son siège, boulevard de Suisse. L'opportunité de rappeler que ce geste simple peut sauver des vies. La fille de la princesse Stéphanie, Camille Gottlieb, a montré l'exemple ce matin en rappelant l'importance de réaliser cet acte essentiel. Le reportage de Christine Datomel et Lionel Bernardi. Une journée essentielle pour la Croix-Rouge monégasque qui, je vous le rappelle, a fait don en 2023 à une association italienne de son unité mobile de prélèvement de l'amicale des donneurs de sang, puisque depuis 2020, le camion ne servait plus. La législation sur le don de sang dans des stations mobiles ayant changé. Dès lors, c'est dans un espace aménagé au centre hospitalier Princesse Grace que les donneurs se retrouvent à Monaco, unique point de collecte en principauté. C'est pourquoi la Croix-Rouge monégasque a souhaité élargir le périmètre et sensibiliser les travailleurs du quartier de Monte-Carlo au don de sang en leur offrant la possibilité de donner leur sang au siège de la Croix-Rouge monégasque, boulevard de Suisse, aujourd'hui et demain. Il y a un vrai manque de sang en principauté, c'est un acte rapide à faire, en plus en plein cœur de la principauté et sur mon lieu de travail en l'occurrence, donc je n'ai pas hésité une seconde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous dépendons à 60% des poches de sang qui sont fournies par la France, qu'une poche de sang permet de sauver 3 vies et que donc aujourd'hui, entre aujourd'hui et demain, on attend près de 50 donneurs. Donc on peut imaginer, parce que les rendez-vous sont déjà pris, les créneaux que nous avons ouverts sont déjà remplis et donc ça permet de montrer l'importance du don du sang et je crois aussi la sensibilisation qu'ont eu les personnes dans le quartier pour cette action. Il faut prendre obligatoirement rendez-vous. Est-ce qu'on peut venir comme ça également ? Alors on a prévu des rendez-vous, mais les gens sont tout à fait libres de se présenter et on espère, au-delà des rendez-vous pris, qu'effectivement, avec l'appel qui est fait, les personnes se présenteront. Une initiative donc réussie pour la Croix-Rouge monégasque car sur 10 personnes qui se sont présentées ce mardi matin, 4 n'avaient encore jamais donné leur sang. Vous avez jusqu'à demain soir pour vous rendre au siège de la Croix-Rouge, boulevard de Suisse, afin vous aussi de donner votre sang, un acte essentiel et qui peut, je vous le rappelle, sauver des vies. Intéressons-nous à présent à cette institution qui a été créée par ordonnance souveraine le 30 octobre 2013.
Le Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation est une entité publique et indépendante de médiation institutionnelle. Elle vient de célébrer ses 10 ans d'action, en présence notamment du prince Albert II et de plusieurs personnalités. Après avoir été dirigé pendant 8 ans par Anne Eastwood, le Haut Commissariat a aujourd'hui à sa tête Marina Cessac depuis 2022. Elle est notre invitée ce soir. Bonsoir Marina Cessac. Bonsoir Émilie. Cet anniversaire est l'occasion de rappeler à nos téléspectateurs le rôle du Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation. Quel est-il ? Le rôle du Haut Commissariat, c'est tout d'abord de permettre à tous les administrés de faire valoir la protection de leurs droits lorsqu'ils ont des difficultés avec l'administration, des autorités administratives. Mais c'est également un rôle qui s'étend à toute personne qui s'estimerait victime d'une discrimination, que ce soit de la part d'une autorité publique, mais aussi d'une personne privée, et qui peut également s'adresser à nous afin d'obtenir notre médiation. Et nous avons également un rôle de conseil dans le processus législatif. Nous pouvons être consultés par le Conseil national ou par le gouvernement pour donner notre avis sur des projets de loi qui touchent aux droits et aux libertés fondamentales. Est-ce qu'il a un rôle aussi à l'international ? Vous avez participé par exemple au séminaire annuel de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance en octobre dernier. Bien sûr, nous y avons participé. Nous avons également co-organisé une table ronde avec l'ECRI en principauté en avril 2023. Et M. Patrice Davost, qui est membre de l'ECRI au titre de la principauté de Monaco, était présent aujourd'hui et a pu présenter aux personnes qui participaient à la célébration le rôle de l'ECRI et la façon dont la Commission interagit avec Monaco. 10 ans d'action donc pour le Haut Commissariat, même si vous avez pris vos fonctions il y a 2 ans maintenant. Quel regard portez-vous sur ces actions et ces missions ? Écoutez, ces actions, d'abord, elles ont touché un large public puisque nous avons traité 800 saisines individuelles, nous avons formulé 40 recommandations, nous avons donné 30 avis législatifs. Donc, je pense que c'est significatif pour un organisme tel que le nôtre. Nous avons également donné des recommandations dans des domaines qui sont aujourd'hui d'actualité. Et donc, nos recommandations, même plus anciennes, peuvent toujours être lues et utilisées aujourd'hui. Et donc, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la diversité des requérants, la diversité de nos partenaires, et puis la participation au réseau beaucoup plus large des ombudsmen et des défenseurs des droits et des droits de l'homme en général, dont a témoigné la présence aujourd'hui avec nous de collègues ombudsman et du juge monégasque auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un bilan qui marque la pleine utilité de cette institution. Oui, et également qui jette des perspectives pour l'avenir, puisque nous espérons prochainement voir nos attributions un petit peu élargies, de manière à pouvoir non seulement intensifier notre activité en principauté, mais aussi être conforme aux standards internationaux qui nous permettront de devenir une institution nationale de défense des droits de l'homme pleinement, notamment à l'égard des Nations Unies. Oui, j'imagine aussi que c'est une adaptation permanente au niveau de votre travail, tant la société évolue et les textes de loi également. Oui, c'est une grande polyvalence que nous devons avoir, une veille aussi sur les évolutions sociales et aussi non seulement s'adapter à l'évolution des lois, mais aussi essayer de les anticiper par le biais des avis que nous pouvons donner en amont. Eh bien, merci beaucoup Marina Cessac d'avoir été notre invitée ce soir sur Monaco Info à l'occasion des 10 ans du Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation. Merci beaucoup. Je vous remercie, Émilie. Ouvrons une page culture à présent et débutons par le nouvel opéra proposé à la Salle Garnier jusqu'au 30 janvier prochain. Il s'agit d'une œuvre de Handel,
Jules César en Égypte, mais une nouvelle version surprenante qui nous emmène dans l'Égypte du XXe siècle. Plus de détails dans ce reportage signé José Sacré et Olivier Bonello. Après Ariodante et Alcina de Handel, Cecilia Bartoli a choisi d'incarner Cléopâtre dans Jules César en Égypte de Handel. C'était le génie du XVIIIe siècle. C'est sûr, il n'y a pas de question. Et je trouve, voilà, la possibilité, justement, vous avez mentionné Ariodante, Alcina, et là maintenant Cléopâtre, la possibilité de montrer toujours des femmes. On retrouve tellement de couleurs différentes dans les femmes de Handel. Et alors Cléopâtre, c'est le mystère, c'est l'amour pour Jules César, c'est le pouvoir, c'est le conflit avec son frère Ptolémée. On a tout ça alors dans le Jules César. Dans une mise en scène à certains moments digne d'un blockbuster signé David de Livermore, Jules César en Égypte à l'Opéra Garnier est une totale réussite. Surtout avec une distribution comme ça, parce qu'on a bien sûr musicien du Prince Gianluca Capuano qui dirige, mais après le rôle de Jules César, c'est le grand Carlo Vistoli, qui a une voix magnifique. Mon César. Ben, j'ai quand même choisi mon amour, là. Dans l'histoire du spectacle, il y a eu au cinéma Cléopâtre, incarnée par Elizabeth Taylor, et maintenant à l'opéra, il y a Cecilia Bartoli. Ah non, la Cléopâtre d'Elizabeth Taylor, oui, avec les yeux bleus, violets. Et les yeux de Cecilia Bartoli. Ah Cléopâtre de Taylor, ça reste dans l'histoire. Et la voix, nul autre pareil. Alors bon, allez, exactement. Jules César en Égypte est à découvrir jusqu'à mardi à la Salle Garnier. Sachez que cette nouvelle production monégasque sera ensuite proposée à la Staatsoper de Vienne. Allons à la rencontre à présent d'un jury en herbe. Des élèves de la Principauté ont débuté leur délibération pour désigner le lauréat du coup de cœur des jeunes mélomanes. Ce prix sera remis par la Fondation Prince-Pierre à l'automne prochain. Le reportage de Fabien Bonilla et Hugo Comasa. Les élèves de 6e jusqu'à la 3e en option musique participent au coup de cœur des jeunes mélomanes. Ici, sur ces images, ce sont des élèves de CM1 et CM2. Ce concours organisé par la Fondation Prince-Pierre existe depuis 15 ans. Sur 8 compositeurs contemporains, 3 ont été sélectionnés. Il s'agit avant tout de faire prendre conscience à nos enfants que la musique d'aujourd'hui s'écrit aussi d'une façon savante, on va dire tout simplement. Et les habituer, les initier à une écoute différente. Ils sont un petit peu préparés, donc on leur fait une présentation générale de l'exercice et ils vont écouter ce qui leur semble et choisir ce qui leur semble le plus sensible, le plus à même de mériter d'exister, si j'ose dire. On a des très beaux moments à la fin des écoutes, souvent, lorsque le petit garçon, la petite fille, ou le grand garçon, la grande fille, vous disent des choses qui viennent directement du cœur et non pas de l'esprit. L'avantage aussi avec les enfants qui sont initiés à la musique, mais pas à l'écoute de la musique contemporaine, c'est cette fraîcheur de jugement, en fait, qui est celle que les compositeurs apprécient le plus. Parmi les 3 compositeurs en compétition, la japonaise Milika Kishino, l'américain Paul Novak et enfin la lituanienne Onute Narbutaite. Après une écoute attentive, les élèves présents ont dû faire leur choix et voter pour l'un des 3. Aujourd'hui, on a écouté 3 morceaux. Franchement, ils étaient tous les 3, ils étaient sympas. J'ai trouvé ces morceaux très à la fois jolis et aussi bizarres. Mais j'en ai quand même préféré un pour moi qui était le meilleur. Oui, on a voté et là, on va donner le petit papier. Et voilà. Il en sera de même dans quelques jours pour les collégiens qui participent au coup de cœur des jeunes mélomanes. Ça sera à leur tour de voter. Le nom du gagnant sera connu bien plus tard, le mardi 8 octobre, lors de la soirée annuelle de proclamation des prix de la Fondation Prince-Pierre. Il faudra donc être patient pour connaître le nom du lauréat. Restons avec la Fondation Prince-Pierre qui vient tout juste de lancer
sa saison de conférences dédiée à l'art sous toutes ses formes, de l'inspiration à la création. Le compositeur et chef d'orchestre, mais également directeur du Festival Printemps des Arts, a inauguré cette saison. Bruno Mantovani a proposé une immersion dans son univers en évoquant ses différentes sources d'inspiration. Prochain rendez-vous le lundi 29 janvier avec une masterclass des réalisateurs et scénaristes Arnaud et Jean-Marie Larieux. Cette année, la Princess Grace Irish Library fête ses 40 ans, 4 décennies d'existence qui seront célébrées tout au long de l'année par plusieurs événements. Le premier en date sera la conférence de Patrick O'Sullivan Green intitulée « De la Révolution à la royauté, la création d'une princesse irlando-américaine ». Elle aura lieu demain mercredi à 19 h. L'intégralité du programme est à retrouver sur le site officiel de la Princess Grace Irish Library. Le rallye Aïcha des Gazelles prendra son départ officiel de Monaco cette année, le 13 avril prochain. Parmi les participantes de ce rallye raid 100% féminin, un équipage monégasque qui représentera également l'association Les Suricates de Monac, qui se cache derrière ce duo. Et quelles seront ses actions? Élément de réponse avec Fabien Bonilla et Marie-Ève Béé. Voici les Suricates de Monac, plus connus en principauté sous le nom de Céline Cotalorda et Sylvie Bertrand. L'une est déléguée interministérielle pour la promotion et la protection des droits des femmes et l'autre la directrice du Stade Louis II. Ces deux fonctionnaires de l'administration monégasque ont décidé en avril dernier de créer une association à but humanitaire. Eh bien, en fin de semaine dernière, elles ont présenté officiellement leur projet à leurs amis, aux sponsors et aux personnalités présentes dans une des salles de l'Espace Lamartine. L'objectif, récolter des fonds pour soutenir différentes causes. Et cette année, la cause choisie, la fondation Panzi, créée par le docteur congolais Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Il vient en aide aux femmes victimes de mutilations génitales. La Fondation Panzi, en fait, on va l'aider à travers un programme qui s'appelle le programme Dignité pour les femmes. Et ce programme, en fait, c'est en collaboration avec la MAD qu'on le soutient. Et donc, notre objectif de don, c'est de donner au moins 20 000 euros à la Fondation Panzi à travers la MAD et d'aider, en fait, des jeunes filles qui sont prostituées, donc à sortir de maisons closes, à se réinsérer dans la société, à se reconstruire. Et c'est vraiment ça notre objectif humanitaire. Surnommé l'homme qui répare les femmes, son action a déjà permis de prendre en charge plus de 80 000 victimes depuis 1999 et plus de 5 000 en 2023. On a coutume de surnommer le suricate sentinelle du désert et ça tombe bien parce que Sylvie Bertrand et Céline Cotalorda vont vivre une incroyable aventure dans le désert marocain, toujours au profit de la Fondation Panzi, participer au prochain rallye Aïcha des Gazelles. On est en pleine préparation physique parce que malgré tout, c'est dans 3 mois, ça passe très vite. Et donc on s'entraîne, on se muscle un petit peu parce qu'il est évident qu'on va devoir désensabler, ce genre de choses. Et c'est quand même, on a pu le constater lorsqu'on a fait le stage de conduite, c'est quand même très physique. Donc il faut qu'on soit vraiment au top et notre objectif, c'est d'être le plus haut possible dans le classement. Les deux monégasques sont inscrites dans la catégorie 4x4 et leur équipage portera le dossard 158. Avant le départ, elles vont participer à plusieurs stages de navigation. Le 10 février, elles présenteront leur projet lors d'un match de basket féminin du MBA à l'Annonciade. Et enfin, nos deux suricates de Monac prendront part à la 33e édition du rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, qui se déroulera du 12 au 27 avril prochain. Et nous suivrons attentivement leur participation. Retour à présent sur la 4e édition de la Fighteds Cup. Ce match de football au profit de la lutte contre le sida a réuni lundi soir de nombreuses stars du ballon rond, mais pas seulement. Frédéric Elion et Thomas Deus vous emmènent ce soir en immersion dans cet événement, dans ce Focus Info, monté par Nicolas B. Pires! Ils ont gagné tous les plus grands titres et marqué l'histoire du football. Youri Djorkaeff, Robert Pires, Clarence Seedorf ou encore Claude Makelele. Face à eux, des figures emblématiques de l'AS Monaco, Claude Puel, Sonny Anderson, Daniel Subasic ou la paire JV Schillaci. Tous étaient en principauté lundi soir pour la 4e édition de la Fighteds Cup, un trophée pas comme les autres, puisque ce match pour la bonne cause, organisé traditionnellement en marge du Festival international du cirque de Monte-Carlo, a pour but de soutenir la lutte contre le sida. Cette pelouse du Louis II, beaucoup de joueurs l'ont déjà foulée, et revenir dans ce stade provoque forcément un petit pincement au cœur.
Beaucoup d'émotions, sérieusement, ça fait plaisir de revenir au stade de Louis II et revoir toutes ces légendes et tout. Sérieusement, ça fait plaisir de revenir. Je suis comme à la maison, j'ai passé, je crois, 7 ans ici et tout. J'ai passé des bons moments ici. Sérieusement, c'était une grande étape dans ma carrière quand même. J'étais heureux ici, on a gagné des titres. C'est toujours un grand plaisir d'être ici. On est à Monaco, on sait pourquoi on est là, pour l'association Fight Head Cup. Donc je les remercie parce que c'est toujours un honneur de pouvoir être appelé, de revenir ici. Ça me rappelle bien sûr des grands souvenirs à l'époque où j'étais avec Metz ou avec Marseille. Donc, et ensuite, de retrouver les anciens coéquipiers avec qui j'ai joué contre. Donc voilà, généralement, c'est une très belle soirée. Robert Pires défendra les couleurs du Cirque FC. L'équipe de la princesse Stéphanie est en train de détrôner celle du prince Albert II, les Barbagians, vainqueurs de la dernière édition. C'est toujours un plaisir et une joie immense de pouvoir tous se retrouver pour cette rencontre annuelle, une quatrième édition, qui est déjà un bon succès et on espère augmenter ce succès avec une victoire des Barbadjans encore une fois. Comme je l'ai dit, souvent il vaut mieux que je reste sur la piste, mais bon là encore une fois c'est pour la bonne cause, donc ça fait plaisir d'être ici, on va s'amuser et voilà, on verra le résultat à la fin du match. 18h30, les clowns en folie mettent l'ambiance pour l'entrée des joueurs sur la pelouse. Le prince Albert II et la princesse Charlène sont de la partie. Une photo pour immortaliser l'instant et le match peut débuter. Le Cirque FC se détache en première mi-temps grâce à ses stars. Djorkaeff, Seedorf, Pires, 3-0 après 40 minutes. En deuxième mi-temps, Cheventon s'offre un doublé, insuffisant pour faire basculer la rencontre. 3-2, le Cirque FC tient sa revanche et récupère le trophée. C'est beau parce que c'est pour une juste cause, une très belle cause, donc la Fight Heads. Et donc c'est vrai que l'année dernière, on avait perdu, c'est vrai que moi je vous dis sincèrement, j'avais un peu marronné. Donc les consignes à tout le monde aujourd'hui, c'était d'essayer de ramener le trophée à la maison. Donc première mi-temps, bien, deuxième mi-temps, on a beaucoup souffert. Mais les anciens, je crois qu'ils ont vraiment joué le jeu, c'était bien. Non, ça fait plaisir, c'est marrant. Puis je pense que tout le monde a passé une bonne soirée. C'était super, une belle soirée pour une grande association qui travaille depuis très longtemps sur un sujet qui est important. Et on essaie d'amener notre petite contribution, d'être là, d'être présent et donner du plaisir. Voilà, je crois que le plus important, c'est les gens derrière, l'association, les bénévoles et tous ces gens qui travaillent toute l'année. Et nous, on vient faire 90 minutes et on espère amener notre contribution à cet événement-là. Vous avez gagné beaucoup de trophées dans votre carrière. Où est-ce que vous le placez, celui-là? Comme il est dans mon cœur. Comme il est dans mon cœur, c'est ce que j'ai dit à la princesse Stéphanie. Je suis content de faire partie de cette famille-là. Et en plus, quand tu marques, c'est encore mieux. Il faut dire la vérité. Hein. Quand tu marques et quand tu gagnes. Après le match, direction le Fairmont pour débriefer la partie autour d'un cocktail. La Fight Heads Cup a encore été une belle réussite. Les fonds récoltés permettront de poursuivre les actions de Fight Heads Monaco. Et ne ratez pas la diffusion de la 4e Fight Heads Cup ce samedi à 21h30 sur Monaco Info. Frédéric Hélion le mentionnait dans son Focus Info. Ce match de football a eu lieu en marge du 46e Festival international du cirque de Monte-Carlo. Au même moment, sous le chapiteau de Fontvieille, se déroulait la célébration œcuménique sur la piste du cirque, un rendez-vous traditionnel qui aura rassemblé notamment des artistes du 46e festival et les responsables des communautés chrétiennes. Le point sur vos conditions météo à présent avec vous, Frédéric Hélion. Bonsoir Frédéric, quel temps fera-t-il mercredi ? Le ciel sera dégagé pendant une grande partie de la journée. Émilie, des passages nuageux plus denses sont attendus dans l'après-midi. Les températures seront comprises entre 11 et 14 degrés mercredi 24 janvier. Vous pourrez souhaiter une bonne fête à tous les François. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte en images avec les photos de Stéphane Dana et Frédéric Nébinger qui vous emmènent ce soir au cœur de la 4e édition de la Fight Heads Cup, un événement à vivre ce samedi à 21h30 sur Monaco Info. J'en profite également pour vous rappeler
De direct sur notre antenne, le départ du 92e Rallye Monte-Carlo ce jeudi à partir de 16h30 et les célébrations de la Sainte Dévote vendredi à partir de 18h30. Soyez au rendez-vous. En attendant, passez une excellente soirée sur Monaco Info et à demain pour un nouveau JT.